Bienvenue dans cet épisode de Focus. Sam, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous. Merci beaucoup, Kael, et merci pour l'invitation. C'est un grand plaisir de participer également à ce projet-là. Carrément. Du coup, je t'explique brièvement le concept. C'est vraiment de délivrer de la value. On n'invite que des experts. On parle de leur zone de génie. Donc toi, Ok, j'ai décidé de t'appeler pour l'aspect branding. Je sais que c'est quelque chose que tu maîtrises parfaitement. C'est aussi un de tes gros facteurs de réussite. ouais, tout à Donc, fait, tout à fait. est-ce que tu peux te présenter rapidement à mon audience? Ouais, bien sûr. Donc moi, c'est Sam Ruben. Je suis dans l'e-com depuis 2020. Je suis de la génération e-com Covid, qui est née à ce moment-là et qui a profité un petit peu de la conjoncture plutôt avantageuse pour pouvoir se lancer en e-commerce à ce moment-là. Je pense que ce qui est intéressant, on y reviendra, mais c'est que je viens du milieu de l'audiovisuel à la base, et donc j'ai Ok. transitionné entre bah voilà clip musical, etc., réalisation de publicité, montage vidéo vers le e-commerce, et j'ai su un petit peu implémenter les skills que j'avais obtenus justement en vidéo pour les mettre à profit de l'e-com et essayer de développer une image de marque. Et j'ai toujours été attiré par l'image, et je pense que ça m'a servi dans une moindre mesure dans l'e-com, et en tout cas à ma réussite dans une certaine mesure aussi dans l'e-com. Donc voilà, et aujourd'hui je suis 100% e-com. J'ai mis de côté du coup la vidéo bah, parce que forcément c'est beaucoup plus scalable l'e-com. Et voilà, même si je garde toujours un pied dedans à travers, ça peut être des vidéos YouTube ou alors, bah voilà, ne serait-ce que dans les créatives publicitaires, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup. Et donc voilà un petit peu pour le parcours. Donc aujourd'hui 100% e-com depuis 2020. J'ai plusieurs brands. Je me concentre sur deux grosses brands en particulier qui sont totalement différentes. Et voilà, j'ai une vision de l'e-com un petit peu plus particulière qui est très long terme. Et je pense qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui fait la différence par rapport bah voilà, à d'autres manières de voir la chose. Ça peut être basé sur le business model du dropshipping ou pas d'ailleurs, peu importe, mais en tout cas, je prône un petit peu l'idée qu'aujourd'hui le marché est éduqué et qu'il faut avoir une vision, qu'il faut avoir une vision long terme en tout cas. Et je suis moins dans cet esprit de loterie où on va tester 15 produits sur la semaine, etc. Même si ça peut très bien fonctionner pour plusieurs personnes. Mais voilà, comme ça donne un peu un contexte Ah, à mais tout ça. c'est super intéressant et c'est aussi moi ce que je prône. Autant sur la Mhm. phase de testing, pour moi il y a plusieurs méthodes qui peuvent réussir, mais une fois qu'on a un produit qui fonctionne, les Ouais, effets cumulés et la vision long terme, pour moi c'est extrêmement important. C'est déjà tout à pas fait. évident d'avoir un bon product market fit sur notre ad account, Ouais, donc autant en profiter. à fond. Si on rentre dans le vif du sujet, toi, Ouais. comment tu utilises justement le branding comme un levier de scaling? Pourquoi? Qu'est-ce qui différencie un branding qui n'apporte rien d'un branding qui apporte beaucoup? Mais je pense, comme je le disais, aujourd'hui, contrairement à l'e-com de 2018-2019, c'est que le marché est très éduqué. Le marché sait ce que c'est le dropshipping, le marché sait ce que c'est l'e-com. Le marché se fait peut-être moins avoir. J'ai tendance à dire que du coup, le branding fait partie d'un levier qui va permettre de transmettre une certaine confiance aux prospects, et surtout je l'utilise comme levier dans le sens où ça crée aussi une certaine cohérence entre les créas, entre l'expérience client, entre le côté délivrable, etc. Et une fois qu'on arrive à obtenir une cohérence à travers tous ces aspects, que ce soit de l'acquisition jusqu'au délivrable, comme je disais, eh ben, on commence à avoir aussi une image de marque qui est intéressante et qui permet d'augmenter la lifetime value de son client aussi, et qui, bah, du coup, augmente aussi cette confiance fatalement lors de l'achat. Et comme disais, moi qui viens du milieu de l'image, c'est quelque chose que j'ai très vite implémenté parce que bah, j'ai même, si je fais un petit parallèle, on disait, on avait déjà eu l'occasion de discuter ensemble, et j'aimais bien la phrase où tu disais qu'il n'y avait pas de système établi en e-commerce, et c'est quelque chose qui est factuellement vrai, où chacun a ses manières de fonctionner. Et moi, c'est peut-être pas la bonne manière, mais quand j'ai commencé à me lancer en 2020, j'ai commencé d'abord par vraiment essayer de développer, en tout cas, un semblable d'image de marque, quelque chose qui laissait transparaître l'idée que j'avais 15 employés derrière moi. Et c'est une phrase que j'aime bien dire et qui est intéressante parce que de ce que je vois de ceux qui réussissent bien et ceux qui ont du mal à obtenir des résultats, bah souvent ça se situe justement dans ce côté confiance, et ils ont du mal à faire transparaître l'idée que on est sur un shop qui fonctionne, on est sur un shop où il y a une équipe derrière, etc. En tout cas, faire transparaître cette idée-là. Et donc moi j'ai commencé avec ça, avec ce côté, on va essayer de créer tout un branding autour, même si les fondamentaux n'étaient pas fondamentalement une image de marque, enfin une marque à part entière. En tout cas, ce qu'il y avait en surface,
le storytelling, le message, l'identité de marque, le branding finalement aussi. C'était quelque chose qui me plaisait vraiment beaucoup, et donc j'ai mis beaucoup de cœur aussi. Donc je pense que c'est ça aussi qui a fait que ça a fonctionné, c'est mes skills en image, etc. Et donc j'ai commencé par ça, avant même après d'essayer de développer les trucs, les fondamentaux aussi solides qui sont, bah, on va peut-être améliorer le produit, on va peut-être améliorer, voilà, la structure publicitaire, etc. machin. Mais j'avais déjà ce positionnement avec, ok, je veux une image de marque solide, et ça va passer par, bah, dans un premier temps, quand on commence fatalement le branding. Ce que j'aime bien aussi faire, moi c'est tout bête, mais déjà le nom de la marque, je trouve que c'est quelque chose d'assez important. J'essaie de même rechercher des noms de domaine qui sont disponibles quand j'essaye de trouver des noms de marque, même des noms Instagram qui sont disponibles. Il y a certaines personnes qui diront peut-être que c'est pas quelque chose qui est euh, fondamental au début, mais moi ça me permet de poser les bases sur mon projet, ça me permet de me dire ok voilà, j'ai un nom sur mon projet, j'ai une identité de marque, je sais dans la direction la direction dans laquelle je veux aller, d'un point A à un point B, et ça me permet d'avoir cette cohérence tout au long du processus, quoi. Carrément. Et je pense que c'est important aussi, donc pour la performance, mais aussi pour soi-même. Je pense qu'il y a des personnes qui sont drivées par ça et qui ont besoin de ça. Ils sont pas dans Ouais. cette logique où je dois lancer des produits et faire de la rentabilité. C'est aussi je construis quelque chose, j'aime ce que je Mhm. fais et je pense que c'est un des leviers personnels qui permet de grossir aussi. Quand on aime notre... Après, il faut faire attention, mais quand on aime ce qu'on fait, quand on aime notre brand, quand on l'a bien Ouais. réfléchi, bah, ça nous permet en fait de durer dans le temps. Et il n'y a que ceux qui durent dans le temps qui arrivent à faire des gros chiffres. Donc, c'est Ouais, tout à super fait. intéressant. Ouais, tout à fait. Donc, tu parlais de confiance, donc qui peut avoir Ouais. un impact sur l'AOV, sur le taux de conversion. Tu as aussi parlé de Mhm. LTV. Est-ce qu'on Mhm. peut rentrer un peu plus deep dans Mhm. le mot branding? Qu'est-ce que c'est Ouais. qu'un branding? C'est une couleur, un nom de domaine, un logo? Ou est-ce que ça va plus loin que ça? Tu parlais aussi de qualité produit, de LTV, peut-être même de communauté. Je te laisse un petit peu dire qu'est-ce que tu entends derrière le mot branding Ouais. en tant que levier de scaling. Bien sûr, je pense que tu as répondu un petit peu à tous les critères de ce qu'est un branding. Donc, si on prend, Ok. bah, fatalement, oui, ça peut être, si on prend indépendamment chacun des éléments, un levier, un message, un storytelling, peu importe. Mais c'est surtout, je dirais, la cohérence entre ces différents éléments-là qui va faire qu'on arrive à monter une image de marque solide et qui donne en tout cas cette impression de confiance. Si on a juste une couleur, fatalement, bah voilà, tout le monde sait faire une couleur, tout le monde sait faire un logo aujourd'hui avec les outils qu'on a, avec l'IA, etc. Tout devient assez simple et assez accessible. Mais c'est surtout, je dirais, arriver à trouver les valeurs qu'on essaye de faire transparaître, la mission aussi que j'aime bien dire qu'on essaie de faire transparaître à travers la marque. Typiquement, si on prend un exemple, ce qui fonctionne très bien aujourd'hui, bah, peut-être le côté éco-friendly, si on a une marque qui est un petit peu éco-friendly, éco-responsable, zéro déchet, etc., bah, s'appuyer dessus, c'est un message clair, c'est un message qui fait partie intégrante de notre branding et qui doit faire partie intégrante de toute notre expérience client dans la manière dont on va communiquer, dans la manière dont on va livrer. Le packaging aussi doit refléter aussi cette idée-là, ces valeurs-là qu'on essaie de faire transparaître, les messages à la base, même en termes de créative, etc. Et donc je dirais que c'est justement bah voilà, c'est la cohérence entre tous ces éléments-là qui font que on a un branding qui arrive à être solide. Carrément, non, je rejoins à 100%. Dans le sens où quand il va avoir les mails derrière, quand le nom, le message, les couleurs Mhm. sont cohérents, quand ça va jusqu'au packaging, forcément, même pour le bouche à oreille, ça va aussi être un des leviers parce que tout le monde parle du nom de la brand, met une image sur cette brand. Et ça, finalement, c'est des choses qui sont parfois invisibles, non tangibles en termes de data, mais qui ont un Ouais. impact énorme sur une brand, Mhm. sur le moyen long terme. Ouais, tout à fait, tout à fait. Parce qu'en fait, des fois, on entend un branding, c'est une couleur, un logo, mais ça va Ouais. plus loin que ça, parce que quand il y a un message fort, euh, c'est aussi une communauté, c'est aussi l'envie de racheter cette Ouais, c'est brand, c'est ça. le fait de Ouais, vouloir en parler. tu l'as parlé, c'est ça que je l'ai pas évoqué, mais le côté communauté, je trouve que ça fait partie vraiment aussi intégrante de la marque et ça va aussi propulser la marque dans une autre dimension. Et on en parlera aussi, mais le côté marque, je le vois aussi comme un moment arrivé à en créer un asset revendable finalement, parce que Ouais, j'avais aujourd'hui préparé une question sur ça ouais, ouais, ce voilà. matin. Bah, je te laisserai alors anticiper là-dessus, mais en tout cas, tous ces éléments-là font qu'à un moment, ça devient quelque chose de tangible et quelque chose qui fait que bah on est là pour du long terme, on est cohérent avec notre vision aussi et ça passe par cette image-là, quoi.
Carrément. Et moi, ce que j'ai vu, un use case pratique, je sais pas si toi c'est ce que tu peux faire sur tes brands, mais j'ai vu un use case de la puissance du branding, c'est sur l'affiliation, donc Ouais. l'affiliation de ses clients avec Mhm. des applications comme GoAv Ouais. Snowball. Et en Ouais. fait, c'est là que tu vois que, enfin, que le branding, c'est un véritable asset, parce que moi, je Bien le vois sûr. entre des brands qui ne sont pas finalement des brands, qui sont des sites de dropshipping avec un bon Ouais. produit, et des brands où ils ont travaillé bah, sur leur couleur, leur nom de domaine, mais au-delà de ça, c'est aussi la qualité du produit, leur message, la Ouais. proximité, le fait de faire des newsletters éducatifs et pas seulement Mm. salesy. Bah, en Ouais. fait, j'ai vu la différence quand on fait des campagnes d'affiliation. En fait, il y en a une qui récolte 50, 100 fois plus de content que l'autre. Ouais. Il y a des Tout à fait. personnes qui ont envie de faire du contenu organique Ouais. sur les réseaux comme TikTok, alors que Ouais. l'autre, il va pas pouvoir profiter de ce levier. Ouais. Et Tout à fait. toutes les personnes Et sérieuses savent que le content, ça coûte extrêmement cher et c'est le pilier bien sûr. numéro un en 2025. Et Ouais. ça, finalement, le branding permet d'avoir ce genre de levier. Et ça, c'est super pertinent. Ça va jusqu'à là. Donc, moi, Ouais, je rejoins bien sûr. Et je suis 100%. justement en plein dans cette phase d'affiliation où on parlait de Snowball, etc., où ça fait partie justement des gros objectifs de scaling de 2025 et c'est d'arriver à mettre une structure et des process très efficaces en place en Mm. matière d'affiliation, etc. Ouais. Non, l'affiliation, c'est un vrai levier. Nous, c'est pas quelque chose qu'on a encore craqué. On est en train de beaucoup regarder ça. Donc, on essaie les applications GoAv Collab, Snowball. Mhm. Il y en a encore d'autres, mais la finalité est la même. En fait, c'est Ouais, vraiment profiter des clients qui sont contents pour qu'ils deviennent des véritables ambassadeurs. Essayer de les tout à fait. incentiver avec un code promo. Mais le but, Ouais, c'est en fait, c'est de se réveiller et d'avoir 10, 20, 30 raw UGC en fait, enfin ouais, tout à des fait. clics C'est bruts ça. et de se C'est ça. réveiller avec ce content qui nous aurait coûté des centaines, voire des milliers d'euros chaque jour. Et en fait, c'est Ouais, là qu'on va véritablement scale, c'est avec de l'awareness et avec beaucoup de content. Et ça, ouais, tout à fait. on va pas se mentir, c'est pas un pauvre produit de dropshipping sans Voilà. expérience qui va permettre d'avoir ce type de levier. Ouais, tout à fait. 100% d'accord. Donc ça, c'est quelque chose que tu creuses aussi un peu de ton côté, tout ce qui est affiliation et profiter de la communauté pour En tout avoir du cas, contenu. profiter de la communauté, oui. Moi, j'ai eu un déclic où, bah, comme beaucoup, quand je me suis lancé au tout départ, bah, compte Facebook bloqué, etc. Et on voit ses revenus en un coup drastiquement baisser. Et j'ai eu un déclic où je me suis dit, en fait, je dépends uniquement, je suis tributaire de Facebook Ads. Et là, et en plus à ce moment-là, j'étais uniquement sur ce canal-là. J'étais pas du tout multicanal. Je venais de me lancer, c'était 2, 3 mois après, etc. Et j'ai une grosse remise en question où je me dis comment est-ce que je peux passer à plusieurs milliers d'euros de CA par jour à presque zéro uniquement parce que Terrible. Facebook a décidé du jour au lendemain de me bloquer pour des raisons totalement absurdes. Alors à l'époque en plus j'avais pas les contacts, etc. machin, donc j'étais un peu tout seul dans l'ombre et j'ai fait de l'e-com vraiment pendant Je pense longtemps dans l'ombre. on est Ouais, tous passés par voilà. ces moments durs. Et là, du coup, j'ai eu ce déclic où je me suis dit, comment est-ce que moi, je peux essayer de dépendre le moins possible de Meta? Alors, fatalement, ça passe par bah, différents canaux d'acquisition. On va tester du Google, on va tester du Pinterest, peu importe. Mais en tout cas, aussi par ce côté communautaire où, voilà, je me suis dit, il faut que j'arrive à essayer de créer quelque chose d'organique entre grosses guillemets, mais où si un jour j'ai un problème, je sais que mes ventes ne dépendent pas uniquement à 100% de ça. Alors j'ai commencé à vraiment retravailler le mailing fatalement, j'ai commencé à me positionner sur YouTube, à essayer de trouver des solutions pour essayer de voir comment est-ce que je pouvais faire du content sur YouTube pour mes marques, etc., etc. Et l'aspect communauté a vraiment, bah, j'ai eu ce déclic à ce moment-là et aujourd'hui c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez important et je le vois quand parfois je fais des newsletters concours, giveaway ou des choses comme ça. Je sens un réel engouement. Je sens qu'il y a des gens qui défendent la cause de la brand comme si c'était la leur, comme ils étaient vraiment Intéressant. partie prenante de la brand. Et ça, c'est hyper intéressant d'avoir bah, justement ces ambassadeurs et ce content aussi. Moi, j'ai des gens qui me contactent et qui m'envoient même du content comme ça que je peux utiliser. Ça arrive et c'est des choses qui sont hyper intéressantes. Et encore une fois, on en reviendra, ça devient aussi quelque chose, ben, un asset à part entière. Mais donc ouais, cet esprit communauté est aussi très très important dans ce côté-là et ça peut vraiment servir
2024, ça a été l'année où je me suis vraiment concentré là-dessus en matière de scaling. Ça a été social proof, communauté, etc. Améliorer tout ce qui va être le Trustpilot, l'image, les reviews. Moi, me suis rendu compte que beaucoup de gens posaient des questions sur ma brand sur Reddit, par exemple. Voilà, j'ai mis un point d'honneur à essayer de répondre à quelques questions sur Reddit. Comment est-ce que je pouvais créer de l'engagement aussi à travers ça? Mine de rien, ça augmente aussi le référencement naturel, ça augmente pas mal de choses. Cet esprit communautaire est vraiment important, ouais. C'est ça, et en fait, on se rend compte que on le récupère en fait ces efforts parce qu'il y a des personnes qui vont acheter des avis Trustpilot, acheter, et en Hmm, plus, c'est pas forcément terrible comme démarche, mais ils vont acheter ouais, ceci, ils vont acheter cela, alors qu'en faisant bien le boulot, en réfléchissant à un branding fort, en respectant sa communauté, en proposant un bon produit, tout ça, c'est des ouais, choses qu'on peut avoir organiquement, tout à fait. qui sont des vrais leviers qui rajoutent de la trust, et Ouais, fatalement, ça apporte de la conversion. ouais, tout à Avant qu'on fait. arrive sur cette partie Mhm, asset et exit, j'ai peut-être une petite question avant. mhm, Donc toi, quelles sont selon toi les erreurs que tu vois fréquemment quand des personnes ils ont envie de switcher de dropshipper à je crée une communauté, je crée un branding fort, je crée des assets. Moi, par exemple, si je commence, moi, je vois des personnes qui vont peut-être un peu trop fort dans le branding, qui mettent pas mhm, en fait, qui comprennent pas non plus le branding vraiment. Et en fait, mhm, ils, am- leur COGS, leur coût produit, il va flamber parce mhm. qu'ils vont mettre des thank you cards super chers, ils vont mettre des packaging super lourds. Ils Ouais, vont vraiment essayer tout à fait. d'améliorer le produit, de rajouter le nom de leur produit sur leur produit, alors qu'ils n'ont pas encore Ouais, beaucoup de volume. Et ça, moi, ouais, de mon expérience, ça flingue la marge et du coup, ça ralentit la croissance et parfois ça la tue même. Toi, c'est quoi ouais. les erreurs que tu peux voir? Alors, bon, les erreurs que je peux voir, la première, je dirais, bon, ça c'est pas forcément une erreur, mais c'est les gens manquent de connaissances aussi en matière de design, et je pense que ça nécessite déjà de commencer par comprendre pourquoi est-ce qu'un design fonctionne et un design fonctionne moins bien, tout en gardant cette cohérence en matière de page de vente, etc. En parlant de cohérence, on en a parlé, ben, l'erreur, c'est ce manque de cohérence entre on fait une ads, par exemple une ugly ads où on donne cette sensation que le produit est cheap et au final on arrive sur une landing page qui a ce côté premium, c'est pas cohérent. Il faut être cohérent à travers tous ces aspects-là. Je Super pense que les intéressant. Du gens coup, vraiment aussi, travailler mhm, sur la cohérence du funnel dans ouais, son entièreté et pas se dire je fais du branding sur mon produit ou sur ma page produit. c'est Il ça, faut vraiment que c'est tout ça. soit cohérent de la Ouais, créa au ouais. mail qui arrive après achat. Jusqu'au même, j'aurais tendance à dire, et c'est un des points aussi jusqu'au livrable, on en parlait, mais les gens parfois s'arrêtent à la vente. Et ok, j'ai vendu mon produit et basta. Et n'essaye pas de comprendre ce qui se passe après. Est-ce qu'on va relancer le client pour avoir des avis, pour comprendre ce qu'il aime, ce qu'il aime pas, comment est-ce qu'on peut aller plus loin, comment est-ce qu'on peut améliorer. Et je le dis parce que moi j'ai fait l'erreur aussi au début, et comme toute personne qui commence en e-com, on fait ses ventes et le client il sort et basta et on pense pas forcément à aller le récupérer d'une quelconque manière ou récolter de la data et toi qui aimes bien aussi te baser sur la data, bah la data est hyper importante et le client c'est il y a rien de mieux que pour avoir cette data là, mais en tout cas arriver à être cohérent même jusqu'à la fin du processus, ou en tout cas jusqu'à ce qu'il ait même après qu'il ait reçu son produit, etc. Essayer d'aller récolter encore des informations, etc., etc. On parlait de manque de cohérence et peut-être aussi le manque, on en parlait tout à l'heure, mais d'histoire, de valeurs, etc. qu'on raconte. Ouais. Je pense que ça peut être intéressant d'essayer de se dire, voilà, si je devais définir ma marque en une phrase, qu'est-ce que ce serait, quelles seraient les valeurs, etc. Le message, voilà, ma marque, c'est ça, on fait ça. Et essayer de garder cet objectif-là ou cette phrase-là, ces valeurs-là en tête tout au long du processus. Et donc, oui, cohérence, manque d'histoire, essayer tant bien que mal de ne pas essayer de trop surfer sur les tendances en matière ça peut être de créative, mais pas forcément, mais en tout cas de switcher d'image, de passer de ce côté premium à ce côté cheap, de ce côté cheap à ce côté offre très agressive, etc. Parce qu'on essaie de suivre les tendances, parce que c'est le Black Friday, et donc on arrive à faire un truc très agressif, alors que c'est pas forcément cohérent avec notre image de marque de base. Donc ne pas essayer d'aller chase toutes les tendances, mais voilà, tout en gardant quand même, c'est juste mieux entre tout ce que je dis là et bah quand même respecter les fondamentaux de l'e-com avec des offres intéressantes, etc., etc. Et donc c'est plutôt ces leviers-là et moi bah, malheureusement aussi
je le vois, mais je pense que les gens manquent un peu de ce culte du beau, ce culte du cette landing page fonctionne aussi parce qu'elle est design au-delà des éléments qui doivent se retrouver sur une landing page comme le social proof, etc., etc. Et l'offre, bah, c'est beau, fatalement, ça fonctionne, c'est cohérent, il y a quelque chose de beau. Et c'est peut-être très facile à dire pour moi qui viens du milieu de l'image. Maintenant, ça a été aussi un peu à double tranchant pour moi parce que au début, vu que j'étais trop dans cette culture du beau, mes pages de vente étaient trop belles et ne vendaient pas assez parce que j'ai mis Ok. des parallaxes partout, etc. Il faut vraiment essayer d'arriver à trouver ce juste milieu. Et je le dis aussi à certaines personnes qui me demandent quelques conseils. Et il y en a un, c'est un designer qui a voulu se lancer en e-com et il avait un excellent produit. Tout était magnifique, son site était hyper beau, mais son site c'était un site vitrine. Je lui dis c'est pas un portfolio que tu fais, c'est une page de vente. Et il faut essayer de trouver ce juste milieu entre, ok, on fait quelque chose de beau qui fonctionne, mais on reste sur quelque chose qui vend aussi. Et c'est pas Carrément. grave si, voilà, s'il y a des éléments qui doivent se chevaucher parce qu'ils doivent se chevaucher parce que ça vend, c'est pas grave. Notamment bah, dans la niche des femmes, on peut se permettre de faire des pages de vente beaucoup plus agressives où voilà, on a les USP, le social proof, machin, l'offre, etc., etc. Mais donc moi ça a été un peu à double tranchant au début où ma page de vente me dit tiens c'est bizarre ça vend pas ouf mais en fait c'était trop beau pour Hmm. l'audience en fait c'était C'est ça, vraiment en trop fait, beau. respecter les fondamentaux, le Ouais, copywriting, pas mal de choses, ne ouais, faire en sorte que le branding vient saupoudrer le tout et qui vient pas écraser finalement les fondamentaux lorsqu'on fait des pages de vente. ouais, Et tout à fait. moi, ça me fait penser aussi aux niches. Je pense Mhm, que il faut adapter peut-être son branding à son audience et à sa niche. Important, tout à fait. j'imagine, que quand t'aurais pas la même approche, j'imagine, si tu es sur une niche santé de 60 plus ou à une niche de femmes de 25-30 ans sur du shapewear. Et Ah ça, je bien pense sûr. que dans son branding aussi, c'est au-delà du beau, c'est aussi respecter des codes C'est de ce qui respecter les fonctionne. codes et c'est respecter aussi l'idée que parfois des gens essayent de lancer un produit justement pour les femmes, ça fonctionne pas, ils essayent de lancer un produit, des lampes de chevet ou peu importe. Ils s'adressent à des audiences différentes, mais leurs pages de vente se ressemblent et ils arrivent pas à définir un petit peu le message qu'ils doivent faire transparaître à chacun. Et souvent, c'est ça aussi qui fonctionne pas, c'est je me comprends pas, j'ai testé trois, quatre produits, ça fonctionne pas. Oui, mais les trois, quatre produits, tu les as testés exactement de la même manière, tu as fait des créas exactement de la même manière, etc. Alors que l'un s'adresse à des joueurs de foot de 20 piges et l'autre s'adresse à des nanas de 18 piges TikTok skincare. Donc c'est aussi ça qui est important à prendre en compte, effectivement. Ouais. C'est ça, avoir un NDD, un message, des couleurs, une atmosphère qui vraiment parle à l'audience. Donc, Ouais, on revient aux fondamentaux, c'est comprendre à qui on s'adresse finalement, même jusqu'au branding. ouais, tout à fait, tout à fait. Et maintenant, si on parle un peu d'assets, d'exit, de valorisation, Ouais. à quel moment ça peut intervenir le branding lorsque justement on veut atteindre le Saint Graal, d'avoir quelque chose qui est valorisable, revendable? Bah alors fatalement, c'est un peu les points qu'on a évoqués, mais déjà, je pense que quand on veut revendre un shop et qu'on veut en tout cas qu'il se valorise, c'est d'essayer de dépendre le moins possible du paid, du Ouais. paid ads, et ça passe par le branding. Fatalement, sans branding, on ne dépend pas. Et moi, le premier, quand mes publicités se sont fait cut à l'époque, comme beaucoup, on se rend compte qu'on est tributaire de Facebook et fatalement, personne va racheter quelque chose ou si Facebook se bloque du jour au lendemain, ça va être compliqué. Donc le branding vient jouer un rôle important là-dessus, dans l'esprit, dans l'aspect communautaire, C'est etc. en fait Euh, mm, donc si je comprends bien en fait, sur le moyen long terme, le branding, le levier du branding, c'est de transformer petit à petit le PNL, le compte de ouais, résultat, et de ouais, faire en sorte qu'il soit beaucoup plus intéressant par un investisseur parce qu'il y aura peut-être un peu moins de paid ads, mais ouais, plus de LTV, c'est plus de ça. mails, et en fait, Ouais. qui rend la chose beaucoup plus saine. Et ça, c'est une des choses qui est faisable avec le branding. En fait, si on réfléchit sur du long terme, c'est cohérent parce que quand on veut perdurer sur du long terme sur l'e-com, il faut passer par ce branding, il faut essayer de construire une image de marque. Et quand on est long terme et qu'on construit cette image de marque, bah, son business aussi fondamentalement se valorise. Un shop qui a 5 ans
qui fait 3 M par an et qui augmente de 10, 15, 20% par an, qui a 300 000 emails, qui a 120 000 abonnés sur Instagram, fatalement va valoir beaucoup plus que quelqu'un qui vient de lancer un produit et qui fait peut-être 10 KD très rapidement, mais qui le fait depuis 3 mois et puis à un moment le truc s'effondre parce que le produit est tendance, etc. Bah fatalement ça va rien valoir. Ouais, parce que Donc en fait le c'est juste business, finalement, il repose sur un ad account Facebook, si on dézoome un ah petit ouais peu. bien Donc, sûr ouais c'est c'est ça. c'est pas si solide. Et, Ouais, tout à fait. ok. Tout à fait. Et donc c'est ça en fait, c'est se détacher un maximum du paid, ce qui fait que ça va être revendable. En fait, comme je disais, tout est cohérent. Si on construit une image de marque, on a plus de rentrées mail, donc ça vaut plus aussi, plus de présence aussi sur les réseaux sociaux. Euh, Tout bête, moi, sur une de mes marques sur Instagram a plus de 100 000 abonnés. Quand on poste un reel, on a facile 20, 30, 40, 100 000 vues quand ça prend bien. Ça crée quelque chose où bah voilà, il y a de l'engouement, les gens interagissent, les gens aiment, les gens repartagent, les gens commentent. YouTube, même chose, presque 10 000 abonnés. On met des tutos, on met des éléments comme ça. J'essaye tant bien que mal d'essayer de construire vraiment des piliers tout autour de ça, tout autour des réseaux sociaux, parce que ça crée quelque chose de puissant finalement. Et moi, je m'en suis rendu compte où c'est un jour où j'ai eu une proposition d'achat que j'avais refusée, où je me suis dit tiens c'est intéressant si la personne peut me proposer ça c'est que il y a vraiment du potentiel et d'ailleurs heureusement que j'avais refusé parce qu'entre-temps le CA a vraiment explosé mais ça fait partie des éléments qui rendent justement des assets comme ça revendables et est-ce que et c'est un peu le comme tu disais le saint graal finalement l'argent on le fait en e-com c'est très chouette c'est des beaux résultats mais si demain on revend sa brand 1,5 million, fatalement, ça peut très rapidement changer une vie aussi. Et c'est Carrément. peut-être ça qu'on vise tous en e-com, mais c'est gentil de faire 1000 euros de bénéf par jour. Après, il faut payer ses impôts, après machin. C'est très bien, c'est magnifique, mais il y a rien à faire. Le gros levier dans le business, en fait, l'e-com, c'est intéressant parce que ici on parle d'e-com, mais si on prend du recul, ça reste un business. Et si on parle business, on parle fatalement de branding, on parle de marketing, on parle de branding, on parle de messages, etc. J'essaye moi de plus en plus de sortir de ce côté e-com qui est un petit peu difficile, je trouve, sur le marché français parce que bah, fatalement il y a des règles à respecter, etc. On parle beaucoup de Facebook Ads, de Google Ads, de Ouais. CRO, machin, machin. C'est hyper, hyper intéressant. Mais si on sort un petit peu, qu'on prend du recul, ça reste un business à part entière. Au bout d'un moment, la marque devient un business. Certes, on a des stratégies payantes avec du Facebook, certes, on a des stratégies d'acquisition avec Google, etc. Mais j'essaie de plus en plus de sortir de ça et de me dire, OK, c'est un business, je dois avoir cette vision de CEO finalement. On recrute des A-players, on recrute une équipe. Ça aussi, ça fait partie aussi des éléments qui créent un asset qui se valorise. C'est la possibilité d'avoir une équipe, revendre une équipe avec Ouais. que de A-player et qui fonctionne. Moi, quand j'avais une proposition, elle était intéressante, mais j'étais encore beaucoup trop dans l'opérationnel et je me suis rendu compte que, en fait, si j'étais pas dans l'opérationnel dans différents endroits, la marque se valoriserait peut-être beaucoup plus. Et le fait de voir ça comme un réel business, long terme, avec des objectifs en fin d'année, des objectifs même sur 3 ans, voilà tout ce qu'on veut mettre en place, etc. Ça crée quelque chose qui se valorise et l'e-com c'est très bien, mais est-ce qu'à un moment le shop e-com peut pas passer au-dessus enfin, je veux dire, est-ce que c'est pas peut-être réducteur de dire, ok, c'est juste de l'e-com, ok, non, on fait un gros business qui Ouais. se revend, etc. Même, voilà, en gardant les codes de l'e-com et tout, donc L'e-com, c'est finalement, ça qui fait que ça se c'est un valorise. business model. À la fin, ça Ouais, reste du c'est ça. business, Mhm. Ouais. carrément. Et ça me fait penser un peu à ces. Je sais pas si toi tu pratiques un peu, mais il y a pas mal de brands qui ont fait des très beaux chiffres avec l'ambiance un peu founder à travers leur Mhm. créa, mais aussi Ouais. sur leur Tout à fait. LP. Et, Ouais. Tout à fait. et ça, moi, Tout à fait. j'ai un ami qui fait des très gros chiffres et enfin, voilà, qui a un peu de bouteille et qui, Mhm. justement, en fait, au début, ne s'est pas mis en founder parce qu'avec cette vision Ouais. d'exit, il voulait pas que son Mhm. image soit trop rattachée à la brand parce que comme pour Ouais. revendre, c'est compliqué. Mhm. Et du coup, il a Ouais. directement créé un acteur bah, qui joue le Ouais. founder comme ça derrière. Il peut revendre, comme tu disais, l'équipe et les Ouais, c'est assets, ça. les humains derrière et pas Ouais. forcément son image. Ouais. Et ça, Hyper intéressant. c'est super intéressant. Avoir cette Ouais. vision-là dès le début, ça permet de Mhm. faire vraiment la différence.
Ouais, ouais, ouais. Après, forcément, il y a un juste milieu, hein. Moi, comme je te dis, j'ai commencé vraiment peut-être à l'envers, en essayant de directement. Moi, comme je te disais, j'aime bien mettre un nom, j'aime bien mettre une identité, un message. C'est peut-être pas les 80-20 les plus impactants, mais même moi, ça me permet d'avancer, ça me permet d'avoir une vision, ça me permet aussi d'avoir un objectif et d'être, comme tu disais, fier aussi, ben, indirectement de la brand et d'être drivé par tout ça et de se dire, ok, je suis content de ce que j'ai fait, je suis content de ce que je fais et ça pose aussi les bases de potentiellement un truc sérieux, un truc long terme. Moi, c'est terrible à dire. Peut-être que certains diront que ou me croiront pas, mais j'ai jamais vraiment eu de produit qui a flop. J'ai lancé très peu de produits, mais ils ont tous fonctionné parce que je savais que le marché fonctionnait, que j'ai jamais fait du mass testing. Euh, mais j'ai pas comme peut-être d'autres personnes que tu as interviewées, etc., lancé 15 produits avec 15 shops et lui fonctionne bien, lui fonctionne pas, etc. Moi, grosso modo, j'ai trois shops, deux qui tournent très bien, qui est en train de se lancer petit à petit, etc., etc. J'ai jamais fait de mass testing, j'ai jamais testé autre Hmm. chose que ça, et ils ont fonctionné. Peut-être que en amont, il y avait fondamentalement une grosse analyse de marché aussi, que je me suis positionné sur des choses où je savais que ça fonctionnait déjà. Peut-être qu'il y a eu de la chance, même si je l'ai provoqué, parce que me lancer pendant le Covid aussi, les coûts publicitaires étaient très bas, c'était très accessible. Ça m'a peut-être permis de me faire la main, etc., dans une moindre mesure. Mais voilà, j'ai vraiment ce truc où j'ai l'impression que Hmm. si on pose les bases dès le départ et qu'on croit en son projet, un peu en mode ça va à l'encontre de ce qu'on voit sur l'e-com FR, mais limite un peu à la vision startup, tu vois. Où, ok, j'ai ce projet-là, je veux vraiment me donner à fond dessus. Oui, certes, on peut le faire avec très peu d'argent. Certes, on peut commencer avec 1000, 1500, 2000 euros, peu importe, lancer ses ads, etc. Mais en tout cas, s'il y a une bonne recherche en amont, s'il y a un bon pré-branding qui est établi à la base, etc., etc., des bonnes créas, fatalement, il n'y a pas forcément de raison que ça marche pas. Alors, il y a 1000 facteurs, hein, c'est sûr, mais voilà, je suis un peu de cette école-là, Mais quoi. moi, autant sur le testing, j'ai de la chance de voir les deux fonctionner, donc je me positionne pas Ouais. vraiment. Il y a des personnes Mhm. qui font une grosse veille, une grosse Mhm. market research en amont et qui investissent Mhm. un peu plus en ads jusqu'à temps que ça prenne. Il y en a Ouais. d'autres qui lancent, qui kill vite. Le but, c'est de vite trouver un produit de cette manière-là et ça fonctionne aussi. Mais par Ouais. contre, moi, une chose que je vois et qui rejoint un peu ce que tu disais, c'est que ceux qui réussissent, de mon expérience, c'est les obsessionnels, ceux qui aiment ce Mhm. qu'ils font et ceux qui arrivent Ouais. un peu à se matrixer dans une vision qui leur plaît. Mhm. Bah, il y en a par exemple, leur site c'est des usines à gaz, tu vois, c'est-à-dire Ouais. et en fait ils sont fiers de ça, ils sont contents, c'est j'ai une usine à Mhm. gaz, je lance plein de Ouais. produits, il y en a qui meurent, il y en a Ouais. qui réussissent, je scale, je descale, je fais des Ouais. créas, je fais du CRO, et en fait ils aiment bien cette image de on a une petite équipe de VA, on Ouais. envoie, on envoie, on envoie. À Ouais, bien contrario, sûr. il y a des personnes qui, un peu comme toi, ont besoin de très vite matérialiser la chose, de Mhm. brander, de créer un univers, parce que c'est Mhm. aussi ça qui leur drive. Et là, on sort un petit peu de la pure data et de la pure performance, mais je trouve ça pertinent parce que je pense que, enfin, de mon expérience dans le business, en e-com surtout, c'est Mhm. important, c'est de Ouais. savoir se dire, ça c'est mon site, c'est mon branding, je me réveille, je suis fier de travailler là-dessus, ça me drive Ouais. de travailler C'est sur ça. ça. Et C'est finalement, ça. celui qui va passer le plus d'heures sur son business, bah, fatalement, c'est Mhm. celui qui va faire le plus de chiffres. Donc il y a aussi ce Ouais. côté-là, au-delà Ouais. de l'aspect visible, il y a aussi tout l'aspect invisible personnel qui est important lorsqu'on crée un projet. Et il y en a Ouais, beaucoup, je tout à pense, qui fait. sont dans ce cas-là, qui ont besoin d'avoir un Ouais. why quand ils se réveillent, d'avoir un vrai site, un vrai projet long terme. Je pense que ça peut aider Ouais. beaucoup de monde. Tout à fait. Et je pense que le temps joue en notre faveur aussi, dans le sens où moi j'ai une anecdote par rapport à ça, où bah Ok. maintenant je suis installé à Dubaï, etc. Mais en 2020, voilà, j'avais lancé ça. 2021, j'ai fait mes premières venues à Dubaï. Ça s'était stabilisé après la coupure de mon Facebook, etc. Et je rencontrais des gens qui faisaient 10 KD et moi je me disais, ouais, purée, je pensais que j'étais le roi du monde avec mes 2 3 KD, etc. Et il faisait 10 KD et je me dis, ouais, j'ai encore j'ai de la marge à faire. Ils sont vraiment trop chauds. Et puis je les revois 3 semaines après. Et je dis, ça va, ça se passe bien. Ah non, mon shop, enfin voilà, il s'est fait bloquer, le truc fonctionne plus. Entre-temps, moi, je suis passé de 3K à 3,5. Puis je les revois un mois et demi après, 2 mois Et en après, je suis plus, passé de si, 3,5 à enfin, 4. Hmm. enfin, j'imagine, mais
entre faire 10 KD à 12% de marge et 3 Voilà, KD à 25-30% de marge, des fois, c'est vrai que les chiffres aussi, c'est impressionnant, mais quand tout tu à fait. creuses un petit peu, tu vois aussi ce que Ouais, tu enfin, avec du ouais, tout recul, à fait. j'imagine qu'il y a un peu de ça, Ouais, non? tout à fait. Et ces gars-là, et en fait, c'était des gars, bon, qui font des gros sous pendant un mois, et puis plus rien, fatalement, vraiment pendant 8 mois. Et ça arrive beaucoup, et je pense on en parle pas assez, mais le but, c'est d'essayer aussi de durer sur du long terme. C'est pas de faire un coup comme ça 100%. une fois. Et du coup, le temps, parfois, joue en notre faveur. Et j'ai rencontré des gars qui avaient pas mal de sous, qui me disaient à l'époque, je rêve d'avoir un business comme toi qui fait juste 3 KD à, comme tu disais, 30% de marge limite qui tourne tout seul parce que ma brain commençait petit à petit à se créer, etc. Et puis ça grossit petit à petit, petit à petit, petit à petit. Faut encore une fois trouver le juste milieu entre, certes, il faut exécuter très vite parce qu'aujourd'hui les gens, voilà, c'est un milieu où il y a des gamins de 18 piges qui ont des dents et qui font des chiffres astronomiques et des Américains, etc., etc. Donc il faut savoir exécuter très vite, mais pas oublier que le temps joue en notre faveur et que voilà, on peut en 6 mois construire quelque chose de très très solide et trouver juste milieu entre pas se précipiter mais exécuter bien et vite quoi. Carrément. Carrément. Bah écoute Sam, c'était pas mal de belles values. Je te remercie pour ça. Où on peut Avec te grand plaisir. retrouver? Qu'est-ce que je mets en bio? Où est-ce que les gens peuvent te retrouver s'ils veulent creuser un peu plus sur, bah, sur toi, ta personne, mais aussi sur toute la value que tu peux apporter? Bah écoute, je pense que le plus pertinent, vu que les gens seront sûrement sur YouTube en écoutant ça, ce sera de me retrouver sur YouTube où ils pourront se faire une idée un petit peu de mon background en audiovisuel et de ce côté, bah voilà, où la vidéo me manquait un peu, donc j'essaye de En plus, tourner ça et de tourner. tu fais quasiment des films, toi, sur YouTube. En Voilà, plus, c'est ce que, bah voilà, on tout lie à fait. l'utile et l'agréable. C'est Ouais, vraiment j'essaye sympa à de mêler regarder. l'e-com à un truc un peu beau qui se fait pas trop, je trouve, sur le marché FR. Ah, ça Et, change. Franchement, moi, quand je et regarde, voilà, j'apprécie beaucoup. C'est assez ouais, c'est unique cool. et c'est vraiment cool. Ouais, Je conseille bah d'aller voir. voilà, Du coup, je mets le lien en bio du YouTube. Je c'est très mettrai aussi gentil, le Twitter. Et c'était un plaisir magnifique. d'avoir échangé avec toi, Sam. Ouais, Ça m'a fait plaisir. Et également, merci beaucoup pour l'invitation. super. Les gars, abonnez-vous aussi à la chaîne. Dans la playlist, il y aura pas mal de super invités. Le but, c'est vraiment de mettre beaucoup de fond, un peu moins de forme, mais vraiment deliver beaucoup de value. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve à bientôt. Ciao, ciao! Ciao, ciao.